Ça va? Sophie et Laure ont vécu la même histoire. Un amour passionnel avec un homme qui se serait transformé au fil du temps en une relation émaillée de violence et de viol. Je suis un peu stressée quand même. Moi, je l'étais pas trop ce matin, mais au moment de partir, oui, quoi. Je dis, mais c'est pas possible d'être stressée comme ça. Elles vont assister aujourd'hui au procès en appel de leur ex-compagnon. Sophie, 39 ans, est celle qui est restée le plus longtemps en couple avec l'accusé. 7 ans de vie commune et 2 enfants. Bonjour. Elle a porté plainte pour viol en 2019. J'ai l'impression pour certains que la victime est encore lui. Et c'est injuste pour nous qui vivons ça au quotidien depuis des années. Notre vie ne nous appartient plus depuis très longtemps. Laure et Sophie s'apprêtent à revoir leur agresseur. Manuel Canovas, 41 ans, comparaît pour violence, harcèlement et viol. Il est en détention depuis 2019. Ce pompier professionnel, condamné l'an dernier à 15 ans de réclusion criminelle, dément toujours avoir imposé des rapports sexuels à ses compagnes. Au cœur de ce procès, la difficile notion de viol conjugal, un crime qui se déroule dans l'intimité du huis clos familial. Pour chacune des ex-compagnes de Manuel Canovas, l'histoire commence toujours comme un conte de fées. Sophie, originaire de Haute-Savoie, emménage dans le Gers en 2010. Son mari militaire part en mission en Afghanistan. Elle travaille dans la même caserne que Manuel Canovas. Il était sapeur-pompier volontaire depuis très jeune, donc dans le département. Le fait qu'il ait ce statut m'inspire vraiment confiance. Je ne me méfie absolument pas de lui. J'admire un peu cet homme. Il y a eu cette première invitation, et puis une autre, et puis une autre, et puis très vite, il devient omniprésent dans ma vie. Manuel Canovas, l'enfant du pays, est le cadet d'une fratrie de 2 garçons. Il devient pompier volontaire comme son père. Décrit comme sportif et serviable, c'est un soldat du feu exemplaire. Sophie décide de quitter son mari pour s'installer avec lui. Ils achètent une maison et leur premier enfant naît en 2013. C'est à ce moment-là que le comportement de Manuel Canovas aurait changé du tout au tout. Les disputes ont commencé, et puis il me reprochait sans cesse de ne pas être une bonne maman aussi. Et puis les coups ont commencé, les insultes ont commencé, et les reproches sans arrêt sur tout et n'importe quoi. Il fallait aussi que je lui demande si je pouvais sortir. Avec qui je pouvais sortir. Il surveillait tout ce que je faisais, en fait. Selon Sophie, après la lune de miel, c'est l'isolement, la violence psychologique et physique. Au bout de 7 ans de vie commune, alors qu'elle vient d'accoucher de son 2e enfant, Sophie, à bout, décide de quitter Manuel Canovas. Il a vrillé complètement. Et il nous a menacés de mort, donc, avec mes enfants. Il avait un fusil à la maison qu'il conservait. Il allait le chercher avec les cartouches. Il a dit si tu me quittes, je vous tue tous. Et il a décidé de prendre des affaires, notre fils aîné, et de partir. Et de me donner un ultimatum, c'est soit tu restes avec moi, soit je me fous en l'air. Et avec mon fils, avec notre fils, il est parti. Pendant 24 heures, Manuel Canovas est introuvable. Sophie dépose plainte pour enlèvement. Les gendarmes retrouvent le pompier à 200 km de là. Il est parti à la montagne avec son fils. Manuel Canovas est placé en garde à vue.
il ne sera condamné qu'à une amende de 300 € pour menace avec arme. Quand il est sorti de garde à vue, la première chose qu'il m'a dit, c'est t'es bien passé pour une conne parce que je connais tout le monde et en fait, personne ne te croit. Voilà. Et j'étais juste partie à la montagne avec notre fils. Je vois pas pourquoi tu t'es inquiétée. En 2017, le couple se sépare et Manuel Canovas ne met que quelques semaines à trouver une nouvelle compagne. Elle s'appelle Laure. Elle aussi est pompier dans la même caserne que lui. Elle a 32 ans. Elle sort d'une rupture douloureuse. Laure se laisse peu à peu séduire par Manuel Canovas. Et comme pour Sophie, il aurait rapidement montré sa vraie nature. Un homme possessif, jaloux et violent. Il m'a reproché souvent de ne pas penser à notre couple, de ne pas être investi dans notre couple, avec clairement des ultimatums. C'est-à-dire que si jamais tu vas au basket, je te quitte. Si tu viens pas passer la journée avec nous, je te quitte. C'est fini. Et en fait, sur une dispute de trop, j'ai dit j'entends pas ma vie de couple comme ça. Et dans ce cas-là, nous deux, ça sera fini alors. Donc là, j'ai pris ma première gifle. Pendant des semaines, Laure tente de quitter Manuel Canovas. Mais selon elle, il lui fait vivre un enfer. Harcèlement, chantage au suicide et même viol. Toujours la même histoire, on se met au lit, on s'est disputé, il faut avoir un rapport parce que c'est comme ça qu'on se réconcilie dans un couple. J'ai dit non, j'ai insisté. Il m'a poussé très violemment, j'ai cogné la tête contre le mur. Du coup, ça m'a déstabilisée, je suis tombée par terre. Donc là, il m'a mis des coups. Je ne peux pas dire comment, mais j'ai reçu des coups de tous les côtés parce que la seule chose que je faisais, c'était de me protéger. Il m'a rattrapée par les poignets, il m'a mis sur le lit. Il s'est mis sur moi. Voilà, j'ai dit non jusqu'au bout, j'ai verbalisé mon non, j'ai essayé de le repousser plusieurs fois jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins et à avoir le rapport sexuel, quoi. Donc voilà, ça n'a pas duré longtemps, heureusement pour moi. Et il s'est levé, il est allé fumer une cigarette, il est allé se doucher et il est parti travailler. Laure a conscience d'avoir subi un viol conjugal, mais elle choisit de n'en parler à personne. En 2018, après un an de relation, elle parvient finalement à rompre avec Manuel Canovas. Elle contacte Sophie, sa précédente compagne, et lorsque les deux femmes s'aperçoivent qu'elles ont vécu exactement le même calvaire, en juillet 2019, elles se décident à porter plainte. 4 ans plus tard, au premier jour du procès, Laure et Sophie doivent une nouvelle fois répéter à la barre leur traumatisante vie de couple avec Manuel Canovas. Laure a choisi Maître Tomasini comme avocate, une figure de la lutte des violences faites aux femmes. Déjà, avant de commencer à parler, vous prenez une grande respiration, d'accord ? Ensuite, vous regardez le président et que le président, comme si vous lui parliez à lui, ok ? Vous ne pouvez pas partir comme une mitraillette comme ça. Calmez-vous, c'est votre maman. Ça va le faire. Vous avez confiance? Ouais, complètement. Complètement. En plus, je suis malade, alors du coup, j'ai les sinus comme ça. Oui, mais c'est bien. Oui, c'est comme si vous alliez pleurer tout. Oui, c'est ça. Dès l'ouverture du procès dans le box, Manuel Canovas reconnaît le harcèlement et les violences. Mais il continue à nier farouchement les viols. Bon, c'est bien passé, là. La ligne de défense de Maître Martial est de décrédibiliser la parole des victimes. Il y a une démonstration du viol à faire. Elles disent qu'elles ont été violées, mais avec quelquefois des phrases qui sont parfaitement ambiguës. Ça, c'est leur parole, et la mienne. Moi, je dis, je ne les ai pas violées. Comment il démontre qu'il ne les a pas violées? Il ne peut pas le démontrer. Donc le procès, il est fait. On va choisir la parole de celles qui disent qu'elles ont été violées, quelle que soit l'ambiguïté soulevée par leur parole. On va me parler de l'emprise, on va me parler de tous les slogans que nous n'arrêtons pas d'entendre, dont on nous rabat les oreilles. J'espère qu'on n'accorde pas une parole définitive, sacralisée, à celle qui dit « j'ai été violée ». Il suffit de le dire, je lève la main et je dis « j'ai été violée ». Ah oui, mais madame, vous n'avez pas de certificat médical.
Et là, on dit la défense, mais vraiment, comment vous vous comportez? Malmenée par les avocats de la défense, après 1 heure de témoignage, Sophie ressort fragilisée. C'est vrai que j'ai été quand même assez déstabilisée par la défense de l'accusé et agressée, quoi. Donc les rôles sont parfois, je me suis sentie, les rôles ont été inversés. Moi, j'ai regardé les jurés, j'ai regardé les femmes. Elles font comme ça, elles relèvent la tête. Elles ne sont pas du tout convaincues par la défense. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Manuel Canovas prétend que toutes ces relations étaient consenties et se dit incapable d'avoir violé ses compagnes. Mais pour maître Tomassini, l'accusé n'a pas pleinement compris la notion de consentement au sein du couple, alors que les textes de loi ont évolué. Le devoir conjugal, dans l'inconscient collectif, le fait qu'une femme qui est en couple avec un homme doit forcément consentir à l'acte sexuel, ça n'existe plus depuis 2006. La présomption au consentement dans le couple, ça n'existe plus depuis 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme est dans un lit avec une femme, il doit s'assurer de son consentement à l'acte sexuel. Et c'est exactement l'inverse dans ce dossier. Toute la difficulté de ce type d'affaire, c'est que sans preuve matérielle, sans témoin du viol conjugal, c'est parole contre parole. Au 2e jour du procès, une 3e victime s'apprête à témoigner. Marie est la dernière compagne de Manuel Canovas. Elle a passé 6 mois avec lui en 2019, avant son incarcération. Encore traumatisée 4 ans après la séparation, soutenue par son avocat maître Deluyne, Marie vient de témoigner à la barre. La façon dont tu as dit les choses, ça faisait très honnête, très je souffre, très je tiens à le dire, mais il faut que je sorte les tripes pour le dire. Et ça fait très vrai. Le témoignage de Marie ressemble en tout point à l'histoire vécue par Sophie et Laure. Belle chanson, bouquet de fleurs, Ça dure 1 mois et demi. Voilà. Elles ont tout dit. Et après, c'est le monstre. Ouais. Ça a été très rapide, quoi. Cette emprise qu'il a eue sur moi. Il venait jusqu'à mon travail, il ne voulait plus que je mange avec mes collègues de boulot. Des fois, je mettais des jupes, il me traitait de tous les noms parce que je me mettais en jupe. Parce que c'est pas, on s'habille pas comme ça pour aller travailler. Il y a aussi toutes les contraintes sexuelles, vous en avez parlé. Ouais, il fallait le faire, sinon je passais une nuit blanche, quoi. Le matin, j'arrivais au boulot comme ça, plus personne ne me reconnaissait au boulot, quoi. De toute façon, il l'avouera jamais. Il l'avouera jamais parce que pour lui, comme il dit qu'il était insistant. Il n'y a pas que ça, il y avait à nous pourrir toute une nuit. Ce qui nous intéresse, c'est la contrainte. C'est-à-dire, vous n'expressez pas directement, clairement un non, mais votre attitude est une attitude de refus, même silencieuse. Si vous cédez, c'est pas que vous voulez, c'est qu'on vous a obligé, contraint à céder. Et c'est tout le procès là-dessus. Si l'on prouve, comme au premier procès, qu'il y avait emprise, qu'il y avait impossibilité pour elles de résister tellement elles avaient peur, tellement elles étaient sous la contrainte, sous la domination, sous la soumission de Canovas, alors il y a eu viol. Après ce 3e témoignage, acculés, les avocats de Manuel Canovas improvisent une cellule de crise. Ils déplorent que leur client n'ait pas encore pu donner sa version des faits. Là où je trouve qu'on oublie un élément important, c'est Manuel Canovas. Personne ne s'intéresse à lui. Mais on s'en fout. La question du dispute sexe, ça lui allait. Ouais. Lui, il a intériorisé en se disant, mais c'est le mode de fonctionnement de notre couple. C'est la réconciliation sur l'oreille. On fait la paix sur l'oreiller. Ça ça voulait vraiment dire quelque chose. Faire la paix sur l'oreiller. Elle n'a pas été inventée pour Elle n'a pas été inventée par hasard. Et eux, ils veulent pas entendre, là. Votre client, qu'est-ce qu'il souhaiterait dire, en fait? D'abord qu'il n'a pas violé. Que ce qu'elle raconte, elle le raconte avec leurs termes à elle. Elles l'ont ressenti comme un viol, mais lui, il l'a pas du tout ressenti comme un viol. Et qu'on ne lui a jamais dit non.
Jamais. Il n'a pas violé. On veut surtout, on veut le faire passer pour quelqu'un d'intelligent, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Il est immature. Il a une capacité en fait de verbalisation. Il a un champ lexical tout à fait normal. Il parle français correctement, mais par contre, il n'a aucune capacité de recul et d'analyse. L'enjeu pour maître Céline Pascal, c'est d'expliquer à son client comment se montrer à l'audience sous son meilleur jour. Ce qui ressort quand même, c'est que vous n'avez pas d'empathie pour ces femmes. Alors, les viols, on n'en parle pas, mais elles ont quand même subi vos violences. Donc c'est normal qu'elles soient mal. Donc c'est pour ça qu'il vous faut aussi réfléchir à travers ce prisme-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de montrer qu'il y a un travail qui s'est amorcé. Ok. Les avocats de la défense misent aussi sur la réputation d'excellent pompier de Manuel Canovas. Un homme investi qui a gravi les échelons pour devenir pompier professionnel. Au procès, certains collègues le soutiennent et prétendent ne jamais avoir été informés de ses problèmes de violence conjugale. Pourtant, dès 2017, après l'épisode du kidnapping supposé de son fils, Sophie aurait averti sa hiérarchie. J'ai prévenu, j'ai dit j'ai peur de cet homme, il vient m'importuner sur mon lieu de travail. Je me suis sentie abandonnée complètement par ce milieu qui véhicule en fait normalement des valeurs d'aide, d'exemplarité, de respect, d'altruisme. Pour moi, c'est très important. Laure dit-elle aussi avoir alerté ses supérieurs après que Manuel Canovas a déclenché une fausse intervention pour la faire venir à la caserne alors qu'elle ne répondait plus à ses appels. Quand j'ai dénoncé les déclenchements de mon bip avec la fausse intervention, avec les messages intempestifs que je recevais tout le temps, malgré ça, malgré les preuves, on m'a laissée toute seule. On m'a dit que c'était pas grand-chose, que ce que j'ai dénoncé pour le déclenchement des bips méritait même pas un avertissement, ni un blâme, ni un avertissement. Il a été protégé et il l'est encore. Il a été condamné l'année dernière. 22 jours après, il prend un échelon supplémentaire. Laure et Sophie ont décidé de déposer plainte contre leur hiérarchie, qui, de son côté, affirme n'avoir jamais été avisée de la gravité des faits et précise que le pompier a été révoqué en janvier 2023. Dernier jour du procès, la parole est à l'accusé. Donc là, aujourd'hui, vous savez, ça va être surtout votre interrogatoire. Alors, pas ce matin, on continue les témoins qui restent. Il va y avoir votre famille aussi. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Mais la vérité, que j'ai rien à faire dans une cour d'assises. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que les faits qu'on me reproche ne sont pas passés. Et vous espérez un acquittement? Je vais vous dire sincèrement, avec la conjoncture actuelle, c'est difficile de pouvoir, je pense, avoir un acquittement sur ces faits-là. Mais pourquoi pas? Que les plaignantes ne se sentent pas en danger, parce que c'est pas de danger. Ça ne recommencera pas? Ah, loin de là. Et vous pouvez juste nous donner une explication aussi sur cette violence que vous avez en vous, sur le fait que vous ayez pu basculer un moment dans votre vie? Oui, bien sûr, un traumatisme dans l'enfance, où après j'ai eu beaucoup de peur, et ces peurs ont fait que ça a entraîné des mécanismes et qui ont fini par des violences. Le traumatisme, c'était quoi? C'était un traumatisme quand j'étais petit, un traumatisme de l'abandon. Après, c'est assez personnel, donc... Ce mystérieux traumatisme serait un départ en colonie de vacances. À l'âge de 5 ans, Manuel Canovas aurait mal vécu la séparation d'avec ses parents. Avant qu'il ne prenne la parole, son avocat Victor Cassellas le briefe une dernière fois. J'étais un énorme connard, oui. Okay. J'ai fait n'importe quoi, mais par contre, sur les viols,
Les rapports ont toujours été consentis. Oui. Basta. Et donc à toutes les questions, il faudra toujours que c'est cette ligne. Ils vont essayer de t'amener vers un terrain. Donc si c'est les violences, harcèlement, tu te dis mais écoutez, j'étais une mauvaise personne à cet instant T. Par contre, les rapports sexuels, ça a toujours été consenti. Allez, et là, donc on a combien? On a 3 témoins encore? Plus que ça. Parmi les 3 témoins qu'il reste à entendre, l'experte psychologue Catherine Goupil est venue livrer aux jurés quelques clés sur le profil de l'accusé. C'est une personnalité qui est immature, qui est plutôt narcissique. C'est une personne ordinaire, on va dire ça comme ça, qui est plutôt dépendant affectivement et qui a un souci de ne pas être abandonné, d'être toujours un petit peu idéalisé par l'autre et d'avoir peur d'être abandonné. Il y avait des critères, on va dire, un événement marquant qui a eu lieu à l'âge de 5-6 ans, où, confronté à la première séparation lors d'un voyage scolaire qu'il n'a pas supporté, ça peut être l'événement un peu inaugural qui va venir marquer sa difficulté à se séparer. Donc on est dans un schéma de répétition perpétuelle dans ce fonctionnement-là. Le père de l'accusé, Daniel Canovas, 75 ans, est venu défendre son fils. L'homme est éprouvé après sa déposition. Bon, c'est dur, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais mauvais. Non, mais pourquoi vous dites que vous êtes mauvais? Vous n'allez pas être bonne d'ailleurs. On s'en fout. On est là presque pour vous dire que vous avez mal élevé votre gosse. Vous pensez que vous l'avez très bien élevé. Voilà, oui. Après, les cons, ils pensent ce qu'ils veulent. Hein, c'est pas un souci. Bien sûr, bien sûr. C'était un gars agréable, gentil avec nous, avec toute la famille, avec ma mère qui ne l'a plus revue. Elle vient de décéder il y a 15 jours. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Parce que nous, on n'a jamais eu d'histoire avec personne. Alors, c'est pour ça, nous sommes un petit peu... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui? Pour vivre, bien sûr. Et vous y croyez, vous? Moi, non. Ah non, 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 non. Ah non. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Moi, je suis sûr qu'il n'a pas joué. Ah ça, je suis persuadé. Hein. Pour moi, ce sont le chou. Et puis, en tout cas, la violence, vous l'avez remarqué? Très peu. Mais il y en a eu? Très peu, très peu. Très peu. On a eu même elles sont tapées aussi. Je vais faire le bisou à mon fils. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Une dernière déposition, glaçante, va mettre à mal la défense du père. Celle de Céline, la première petite amie de Manuel Canovas. Elle le rencontre quand elle a 15 ans, il en a 17. Elle n'est entendue au procès que comme témoin. Au début de notre relation, c'était le prince charmant. Moi, j'étais sa princesse et lui, c'était mon prince qui venait m'offrir tout ce que je voulais, m'apporter tout ce que je voulais, qui était d'une gentillesse. Le gendre idéal pour mes parents, c'était incroyable au début. En fait, ça a commencé à déraper quand on a eu nos premiers rapports sexuels. Moi, j'étais sa première, lui était mon... Voilà. Au début, c'était seulement des gifles. Donc, je laissais couler. Enfin, j'acceptais, entre guillemets. Et à partir du moment où on s'est installés ensemble, là, j'ai découvert encore un autre homme. Des gifles, ça en est venu après au poing, ça en est venu au coup de pied, ça en est venu à tirer par les cheveux par terre. C'était des coups de boule, ses parents ont assisté à plusieurs scènes. Et malheureusement, même sa mère a subi des violences devant moi. Quand elle essayait de me défendre, c'est elle qui subissait. Tout pouvait le faire partir en cacahuète quand la moindre vaisselle qui traîne dans l'évier. Il y a un toc que j'ai gardé, c'est le fait de frotter
par terre à quatre pattes, à la neigette, parce qu'il me disait, mets-toi au sol, au plus près de la saleté, parce que tu la verras mieux. Et c'est un truc que j'ai gardé à frotter comme une cendrillon. À 18 ans seulement, Manuel Canovas élaborait-il déjà le mode opératoire qu'il répétera avec toutes ses victimes présumées. Les viols après, je vais pas dire c'était quotidien, mais limite quoi. Enfin, quand c'était pas du viol dans l'acte, il n'hésitait pas à sortir son sexe, à jouer avec sur mon visage. Qu'est-ce que ça a eu comme répercussion dans votre vie? Le dégoût des hommes, déjà. Clairement, je n'ai plus fréquenté d'hommes dans ma vie depuis. Et j'en fréquenterai plus. 25 ans après, le traumatisme est toujours aussi vif pour Céline. Elle n'a pas pu porter plainte, car la concernant, les faits sont prescrits. La partie civile va plaider la dangerosité de Manuel Canovas pour qu'au terme du procès, il apparaisse comme un homme qui a frappé, humilié et violé toutes ses compagnes. L'avocate générale, Valérie Noël, requiert 15 ans de réclusion. La peine maximale encourue étant de 20 ans. Il y a des éléments favorables, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est socialisé, qui a un entourage familial, qui a toujours travaillé, qui est parfaitement inséré. Voilà, il y a quand même des choses positives et qui a été capable de travailler correctement et de faire du bon travail. Le maximum ne devait pas être prononcé parce que j'estime qu'il y a... C'est ça qui est difficile à comprendre et qui peut être douloureux. Mais oui, il y a objectivement, on voit des faits qui peuvent être plus graves, nonobstant évidemment la douleur réelle des victimes, des parties civiles, qui demeure. La défense s'exprime en dernier et rappelle encore une fois qu'aucune preuve tangible ne démontre que les viols aient vraiment eu lieu. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons nous rendre dans la salle des délibérations. L'audience est suspendue. Après 4h30 de délibéré, le président va rendre le verdict. Audience est reprise, veuillez vous asseoir. La Cour et le jury, réunis, après en avoir délibéré ensemble et voté conformément à la loi, condamne à la majorité absolue M. Manuel Canovas à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Le condamne en outre à un suivi socio-judiciaire d'une durée de 6 années, avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes, interdiction de paraître au domicile des victimes, injonction de soins. Monsieur Canovas, vous avez 5 jours pour vous pourvoir à l'encontre de l'arrêt qui vient d'être rendu. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. À l'énoncé du verdict, Manuel Canovas n'exprime aucune réaction. Pour nous, c'est une bataille et on l'a enfin gagnée. Ça me fait... c'est entendu, quoi. On s'est fait entendre. En fait... des fois, on pensait que c'est nous qui étions folles, mais pas du tout. Aujourd'hui est tendu, j'aimerais bien éclater en sanglots, mais je vais pas le faire tout de suite. Vous pouvez. Oui, parce que c'est pas facile, c'est pas fini encore, mais pour cette partie-là, normalement, ça devrait aller. Comment vous réagissez là au verdict? Au verdict, après c'est difficile. Après, on va continuer les procédures. Donc, Vous vous attendiez à ça? Non, pas du tout. Et il faut faire avec, donc on va continuer donc des procédures pour engager peut-être une cassation, ça? Cassation. Une cassation. Manuel Canovas, condamné à 15 ans de prison, notamment pour viols conjugaux sur ses 3 ex-compagnes, a déposé un pourvoi en cassation. Il espère un 3e procès.